Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Charles Briet et chaque semaine, je pars à la rencontre de ceux qui font de leur passion le sens de leur vie. Je suis heureux cette semaine d'accueillir Laurent Decaux pour une interview en embarquement immédiat podcast. Je vous propose une balade inspirante avec Laurent Decaux, écrivain de romans en histoire comme il aime le dire. Il nous partage son expérience d'entrepreneuriat avec la création de la chaîne de magasins de dégustation de vin, une de ses grandes passions, les caves Nissa. Nous évoquons sa filiation non moins célèbre. En effet, Laurent Decaux est le fils de Micheline Pelletier, sans doute la première reporter et photographe de guerre, et d'Alain Decaux, historien, romancier et homme de télévision que l'on ne présente plus. Laurent Decaux nous parle de son enfance, de son processus créatif autour de l'écriture et de sa passion pour le Moyen-Âge avec ses romans Le Roi Folle et Le Seigneur de Charny. Au cours de cette rencontre passionnante, nous parlons vin, écrivains. Nous évoquons Ken Follett, Walter Scott, Michel Zévaco, Robert Louis Stevenson ou Alexandre Dumas. Et comment la peste noire du XIVe siècle inspire les événements que nous vivons. Mais retrouvons Laurent Decaux à la découverte de ses passions en embarquement immédiat. Donc bonjour Laurent. Bonjour Charles, bonjour à tes auditeurs. Comment tu vas et puis comment tu vis ce confinement, juste pour faire cette introduction-là? Alors j'ai un peu honte de le dire, mais moi, je le vis plutôt bien. Pour un écrivain, c'est du pain béni, et pour un écrivain de romans historiques, un écrivain en histoire de surcroît, puisque voilà, on vit l'histoire en ce moment. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de l'évoquer, ce moment d'histoire dans un livre. Mais puis surtout, il me laisse beaucoup de temps pour écrire et pour lire. Donc voilà, c'est un peu les deux jambes sur lesquelles je m'appuie dans ma vie, la lecture et l'écriture. C'est bien. Donc, toi, tu as un parcours classique, tu as fait Sciences Po, tu avais même préparé, tu étais en prépa d'ENA, je crois, et puis tu es parti sur de l'entrepreneuriat, donc pas du tout l'écriture au départ. Non, pas du tout. Oui, effectivement, j'ai commencé ma vie professionnelle comme entrepreneur avec un tout petit, une échoppe de vin. J'étais vendeur de vin pendant des années dans le Marais à Paris, et puis de fil en aiguille, c'est devenu un deuxième magasin, un troisième magasin, une petite chaîne de magasins avec mon associé, un ami d'enfance, Louis de Montille, voilà, qui s'appelle les Caves Nisa à Paris. Qui existe toujours d'ailleurs, c'est une entreprise que tu as revendue aujourd'hui, hein, c'est ça? Effectivement, oui, voilà, on s'est séparés en bons termes avec mon associé, et puis qui a repris la main d'ailleurs avec d'autres associés. Donc aujourd'hui, non, je suis plus partie prenante de cette aventure qui est magnifique puisqu'elle continue. Aujourd'hui, c'est un beau fleuron du commerce de vin en France. Oui. Et vous étiez monté jusqu'à 40 ou 50 boutiques, hein, je crois que c'est ça? Alors ça, c'est pas moi, c'est mon associé, parce que moi, je me suis arrêté assez rapidement avec une douzaine de magasins. D'accord. Trop rapidement sans doute, mais oui, mon associé a réussi à développer l'affaire formidablement. Il y a aujourd'hui presque 60 magasins entre Paris, entre Lyon, Londres. Voilà, donc c'est une affaire qui s'est extrêmement développée. Et aujourd'hui, bah voilà, j'ai une pensée pour eux en particulier, parce que pour les commerçants, pour les entrepreneurs, c'est un moment très difficile à vivre. Et voilà, j'espère qu'ils pourront surmonter au mieux cette épreuve. Parce que là, tous les magasins sont fermés et... Alors, je crois qu'ils réouvrent partiellement cette semaine. D'accord. Voilà, il faut faire avec les contingences du moment. Bon, ben voilà. Parce que c'est un moment où on boit un peu plus à la maison, donc je pense que... Oui, oui, bah c'est ce que mon associé me disait hier, c'est qu'il espère quand même bien fonctionner sur le peu de jours d'ouverture qu'il va s'octroyer. Elle est venue d'où cette passion du vin? C'était pas de créer des boutiques, c'était vraiment une passion autour du vin au départ, c'est ça? Oui, c'est complètement ça. Et je suis venu au vin vers la petite vingtaine, justement avec cet ami, Louis, qui est issu d'une famille de vignerons bourguignons. C'est un très beau vignoble qui se situe principalement à Volnay, dans la côte de Beaune, et qui s'appelle le vignoble de Monty, qui est vraiment connu des amateurs. C'est là aussi, voilà, ces Volnay sont des bijoux extrêmement Ouais. ciselés, magnifiques. Et voilà, à force d'aller dans le vignoble, voilà, la passion est venue. Et puis on a eu l'occasion, on a eu l'idée de dépoussiérer un peu ce qui se faisait dans la vente de vin avec ce concept store, comme je te le disais tout à l'heure, qui a ouvert en 2005-2006 à Paris, autour d'une idée assez radicale, c'est-à-dire de plus vendre le vin selon sa provenance. Voilà, on vend toujours des Bordeaux, des Bourgognes, on vend le vin selon les cépages, le Chardonnay, le Cabernet Sauvignon, etc., etc. Mais plutôt selon sa destination, c'est-à-dire le vin, avec quoi je vais le boire. Donc on a tout un tas de clés d'entrée pour le vin, de thématiques. Chaque bouteille est disposée dans une alcôve avec l'accord mets et vin qui s'y prête.
Par exemple, il y a le vin pour le roquefort, le vin pour les pâtes fraîches, le vin pour la pizza. Et puis, il y a tous les moments de vie. C'est assez amusant. Par exemple, le vin qu'on va boire avec sa belle-mère, le vin qu'une jeune femme va boire pour un dîner, va ramener pour un dîner, apporter pour un dîner entre copines, ce qu'on appelle le vin troisième mi-temps. Donc voilà, c'était assez novateur, assez amusant. Et puis on faisait ce qui était à l'époque aussi avant-gardiste, 100% de vin bio et de vin naturel. Donc oui, je crois voilà, on a eu de la chance, on est arrivé à un bon moment et le Ouais, ouais. concept a bien fonctionné tout de suite avant d'essaimer. Ouais. Et puis dans le quartier du Marais, qui est un quartier épicurien, ça a dû bien fonctionner tout de suite, je pense. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et puis après, on est allé dans le deuxième, rue Montorgueil, dans des rues, voilà, où il se passe pas mal de choses. Et puis, cette passion de l'écriture, alors je pense que, enfin, je suis sûr, même tu as la passion de la lecture d'abord, et puis tu as une filiation qui est forte hein, quand même, parce que, alors, on va le rappeler, tu es quand même le fils, tu été le fils de deux personnalités un peu fortes, donc Alain Decaux, qu'on présente plus, et puis Micheline Pelletier aussi, qui était grand porteur ou photojournaliste, enfin, une des premières en tout cas. Oui, écoutez, c'est une des premières femmes grand reporter dans les années 70. Elle a fait des grands reportages. Voilà, l'histoire que j'aime bien raconter, c'est à 23 ans, elle part au Congo, en forêt, pendant 3 mois avec les Pygmées, avec un traducteur qui ne parlait que la langue locale. Je me souviens plus, c'est pas du Swahili, c'est un autre dialecte. Et donc ma mère avait un dictionnaire anglais pour ce dialecte et ce traducteur parlait donc son dialecte et le langage des Pygmées. Et pendant 3 mois, comme ça, elle a voyagé de campement en campement chez les Pygmées, attrapant toutes sortes de maladies, agressée par des gorilles et faisant ce grand reportage, parce que c'était pour le magazine Géo. Après, il a été repris par National Geographic, donc ça, c'était un fait de gloire de sa jeunesse. C'est amusant. Et puis après, elle allait sur des théâtres de guerre avant notre naissance, la naissance de moi puis de ma sœur. Par exemple, elle a été en Iran, c'est une des premières à avoir approché Roménie, et d'ailleurs, elle a fait un portrait de lui qui est encore utilisé par les médias aujourd'hui. Et voilà, et en Éthiopie aussi, en Somalie, pendant les famines, les guerres des années 70-80. Donc elle a pris beaucoup de risques jusqu'à notre enfance, et puis après elle s'est reconvertie, si je puis dire, plus sur de la photographie de plateaux de cinéma, des personnalités. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un grand reporter. Bon, donc deux personnalités super fortes, puis avec ton papa, donc moi je suis Pas un petit peu facile de plus vieux. s'affirmer. Je suis un petit peu plus âgé que toi, donc j'ai bien connu. Voilà, Alain Decaux fait partie du patrimoine et dans les bibliothèques, il y avait toujours un livre d'Alain Decaux. Moi, je me souviens de ses biographies de Napoléon et puis de ses émissions. Voilà, ces émissions Alain Decaux raconte et tout qu'on avait à la télévision. Alors, il y avait moins de chaînes à l'époque, mais je crois que c'était une figure. Et il paraissait déjà comme quelqu'un de très précis et ayant un caractère assez fort, j'ai l'impression, non? Alors, c'est amusant parce qu'à la télévision, je dois dire, ou sur une scène, parce qu'il donnait beaucoup de conférences, c'était pas tout à fait le même homme qu'à la maison. Toute sa famille le voit aujourd'hui comme, enfin en tout cas avant sa mort, comme quelqu'un qui dégageait beaucoup de calme et de sérénité. Alors que voilà, quand on revoit ses émissions à la télévision, quand on l'entend à la radio, c'est quelqu'un qui mettait beaucoup de vie Oui. dans son jeu. Si je puis dire, c'était presque un acteur avec voilà un charisme assez important, toujours à incarner incarner ses personnages. Voilà, avec élocution, colère, emportement parfois. Je me souviens de ça, moi, vraiment. Bien évidemment, évidemment, en montrant du doigt la caméra pour faire rentrer le téléspectateur dans son histoire, pour interpeller le téléspectateur. Mais non, c'était un homme très différent, très calme, très posé à la maison, toujours au travail, évidemment, dans son bureau qui était une vaste bibliothèque en réalité. Il avait tellement de livres qu'il avait dû s'acheter un appartement à Paris. C'était pas un simple studio de travail, mais c'était un grand appartement pour mettre ses 30 ou 40 000 livres. Voilà, faut se dire que 30 ou 40 000 livres, c'est une bonne bibliothèque municipale, hein, donc tout était classé par rayon. Voilà, c'était extraordinairement bien organisé. Il passait ses journées là-bas, et puis de 9h du matin à 19h le soir, assez routinier finalement, un peu comme moi
quand j'écris aujourd'hui, c'était du lundi au samedi, c'était un travailleur acharné. D'accord, ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, il a une telle personnalité que les humoristes s'en étaient emparés à cœur joie, donc Ouais, c'est un signe de reconnaissance. D'ailleurs, c'est bien, c'est ça, c'est c'est ça. bien. Mais il avait beaucoup d'autodérision. D'ailleurs, il s'entendait très bien avec les humoristes qu'il caricaturait. Il s'en était même fait des amis, à vrai dire. Et alors toi, alors comment on pourrait te qualifier? T'es un romancier historique, t'es un romancier cinématographique. Il y a plein de qualificatifs un peu différents. Ouais. L'expression que j'aime bien, c'est romancier en histoire. Voilà, ça c'est romancier historique. Oui, c'est un peu. Je trouve que le terme est un peu réducteur. C'est romancier en histoire, c'est-à-dire que d'abord, avant toute chose, moi, c'est le roman, c'est-à-dire que je construis ce que j'écris comme un roman avec une intrigue dont je tire les fils. Ce qui est le plus important, d'ailleurs, c'est ça. Ça demande un travail préparatoire qui est énorme, non pas sur la documentation, mais sur la construction de l'intrigue, un peu comme on construirait un thriller finalement. Voilà, il y a plusieurs intrigues qui s'enchevêtrent. Les personnages vivent leur vie, l'intrigue dépend aussi du caractère des personnages. Donc, moi, mon objectif, c'est de faire vivre des personnages. Après, l'histoire, c'est un décor, mais comme pourrait l'être, je parlais du thriller, voilà, le décor d'une ville, d'une grande métropole d'aujourd'hui. Finalement, l'histoire, c'est un prétexte. Moi, mon objectif, c'est de transporter, de faire rêver le lecteur avec une histoire. Et il faut dire que voilà, l'histoire avec un roi, je la connais bien, j'ai bercé dedans toute ma vie. Donc c'est pas par facilité que je fais du roman en histoire, c'est aussi par appétence parce que c'est un genre que j'aime depuis que je suis gosse, depuis que j'ai découvert grâce à mon père notamment Alexandre Dumas, Walter Scott évidemment, Michel Zevako, Robert Ouais. Louis Stevenson, bref les grands feuilletonistes du 19e siècle. Ouais. Et quelles sont tes inspirations? Alors, parce que ton processus créatif, c'est quoi? C'est un peu comme un scénario? Comment tu écris? Tu écris ça comme un scénario d'abord Ouais, et ouais, après oui, oui, oui. tu construis après, tu vas faire des recherches historiques après plutôt pour agrémenter Alors, l'écrit? je dois dire que ça dépend du travail. Là, j'en suis à mon troisième roman. Pour le premier, j'ai fonctionné, voilà, j'ai tiré un fil. J'avais un sujet qui était l'histoire du Saint-Suaire que je trouvais assez extraordinaire. Voilà, le Saint-Suaire, pour les gens qui l'ignorent, c'est la relique la plus précieuse des chrétiens. C'est le linceul dans lequel a été enseveli le Christ après la crucifixion. Et voilà, les croyants pensent que ce suaire, le Saint-Suaire, qu'on appelle le Saint-Suaire de Turin aujourd'hui, est le linceul authentique du Christ, bien qu'il a été largement remis en cause par les scientifiques. Beaucoup de croyants y croient en tout cas. Moi, je me suis intéressé à cet objet, non pas à cause du côté scientifique, est-ce qu'il est authentique ou pas, mais pour son histoire. C'est-à-dire qu'au XIVe siècle, cet objet a surgi de manière assez extraordinaire dans une famille française qui s'appelait les Charny. Mon livre s'appelle d'ailleurs Le Seigneur de Charny, ce premier roman, et a fait l'objet de beaucoup de convoitises, a même créé une sorte de petit conflit local entre ces seigneurs et leur évêque, entre la papauté et la royauté, parce que tout le monde voulait s'emparer de cet objet. Donc j'avais envie de raconter cette histoire que je connaissais grâce à mon père puisqu'il l'avait traité dans ses émissions. Et donc j'avais ce sujet, voilà, le Saint-Suaire qui n'était pas le Saint-Suaire de Turin, mais le Saint-Suaire de Lirey en Champagne, en France, au XIVe siècle, et toutes les convoitises qu'il suscite. Et voilà, je suis parti de cette histoire et si vous voulez, j'ai tiré un fil pour raconter une aventure. Mon deuxième roman, c'est un roman complètement différent. C'est un roman choral, un peu dans le style des Rois Maudits, voilà, qui est pour moi. Le Roi Folle, hein, c'est ça, Oui, il le s'appelle Le Roi Roi Folle Folle. Il s'appelle Le aux Roi Folle. éditions XO, hein, c'est ça. Oui. Exactement. Ouais. C'est un roman choral, donc c'est-à-dire plusieurs histoires. Et là, je l'ai construit vraiment comme un thriller, c'est-à-dire avec plusieurs intrigues qui se répondent les unes aux autres et puis qui finalement voilà, aboutissent tous à une conclusion et elles se réunissent les unes avec les autres. Voilà, mon modèle, c'était à la fois Les Rois Maudits de Maurice Druon, qui est le best-seller des années 50, traduit dans une soixantaine de langues, dont J.R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, s'est beaucoup inspiré, il faut le dire. D'ailleurs, il faut le dire d'ailleurs parce que ça on l'ignore et il faut en être fier. D'ailleurs d'avoir un auteur français qui a inspiré la série la plus regardée de tous les temps aujourd'hui. Et puis là le troisième roman que j'écris, c'est un roman d'aventure. Donc là c'est un peu des deux, c'est-à-dire que je tire le fil. J'ai un sujet toujours au XIVe siècle. Voilà, je pense que Dans le Moyen Âge, t'aimes bien cette période? alors
Je pense que je vais boucler enfin la boucle avec celui-là. Ce serait finalement, j'aurais fait ce que j'avais envie de faire, une trilogie du Moyen Âge qui ne se suivra pas tout à fait, mais qui reprendra des épisodes assez, voilà, que je trouve assez stupéfiants sur le Moyen Âge. Dans Le Roi Folle, c'est plutôt la guerre de Cent Ans. C'est un épisode de la guerre de Cent Ans, la folie de Charles VI, qui va provoquer tout un tas de choses, une guerre civile en France, les Armagnacs et les Bourguignons, et finalement l'invasion anglaise à partir de 1420-1425, et puis le retour de Jeanne d'Arc. Ouais, l'histoire de ce roi, et c'est une histoire de cinéma, quoi, hein, ça c'est clair. Exactement. Donc ça, je voulais raconter cet épisode de la guerre de Cent Ans. Après, avec mon premier roman, qui parle d'une histoire un peu ésotérique, celle du Suaire, je voulais mettre en scène ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident, c'est-à-dire la séparation de l'Église entre deux entités, le pape de Rome, le pape d'Avignon, qui se jettent l'anathème jour après jour, qui se déclarent hérétiques, orgiaques, sodomistes, corrompus, bref, tout ce qu'on veut pour se décrédibiliser. Donc je voulais raconter un autre épisode du XIVe siècle, le siècle de tous les fléaux. Et puis là, je vais sur, d'après moi, ce qu'il y a de plus aussi un moment extrêmement intéressant dans le XIVe siècle, c'est la peste. Donc voilà, comme ça, si vous voulez, c'est une trilogie qui s'appuiera finalement sur un peu les trois grands fléaux de la fin du Moyen Âge, du bas Moyen Âge, du XIVe siècle, la peste noire, la guerre de Cent Ans, d'actualité, ouais, la guerre de Cent Ans et puis le grand schisme d'Occident. C'est vraiment les trois fléaux, les trois grandes plaies des pauvres gens du XIVe siècle qui n'ont pas été gâtés par leur contexte historique. Et toi qui travailles en ce moment sur la peste noire et sur cette époque-là, est-ce que tu trouves un lien avec ce qu'on vit aujourd'hui? Alors en fait, je m'en rendais pas compte avant du tout cet épisode. J'avais l'impression que c'était un moment complètement unique. Et pour moi, d'ailleurs, le Moyen Âge et l'époque d'aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je suis passionné par le Moyen Âge, c'est que ce sont deux périodes complètement antagonistes. C'est très difficile de trouver des éléments communs entre ces deux périodes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est à l'époque de la science. Tandis qu'au XIVe siècle, au Moyen Âge, on est à l'époque de la superstition, même de la bigoterie, du merveilleux en quelque sorte, où la science n'existe pas. Le rationalisme encore moins. Voilà, je découvre aussi tout un tas de choses. Le confinement, c'est aussi une invention du Moyen Âge. Par exemple, dans le Décaméron, voilà, qui est le chef-d'œuvre littéraire du XIVe siècle, de Boccace. C'est l'histoire d'une douzaine de jeunes amis qui s'isolent à la campagne pour fuir les ravages que fait la peste. Il me semble que c'est à Florence. Donc voilà, le confinement existe déjà, même s'il a vraiment été institutionnalisé à la fin du XIVe siècle, à partir des années 1370-1080. Mais la quarantaine, par exemple, c'est une invention de l'Antiquité. C'est Hippocrate qui a pensé le premier en constatant que les maladies duraient en moyenne, les maladies dont on survivait. Quand on en survivait, ces maladies duraient à peu près 40 jours, d'où l'idée de quarantaine, d'isoler les malades pendant 40 jours avant de les faire revenir dans le monde des vivants, finalement. Donc finalement, tout se répète. Et puis les errements aussi gouvernementaux, les errements de la science, finalement, ils se retrouvent à chaque époque. Par exemple, en 1830, alors que le choléra sévit à Marseille, on est à l'époque sous Louis-Philippe, le gouvernement hésite et finalement décide après plusieurs mois de confiner complètement la Provence, d'où vient le fléau, mais ça n'empêchera pas la peste, le choléra, d'essaimer en France et de faire des dizaines de milliers de morts. Donc voilà, on tergiverse, on hésite, finalement on ne sait pas comment réagir à la maladie et c'est la même chose à toutes les époques. Donc finalement, je pense que voilà, on est très critique dans ce pays avec les façons de faire du gouvernement, mais finalement l'histoire se répète éternellement et notamment en France, les Français sont par nature voilà, assez critiques. Alors, sur le Roi Folle, moi, ça m'a intéressé parce que j'ai lu ton livre, le Roi Folle, avec cette épouse sulfureuse, Isabeau, qui a marqué quand même pas mal d'histoires. T'aimes bien aller chercher, on a l'impression que t'aimes aller chercher un peu ce qui pourrait être un peu pas cinématographique, mais en tout cas ce qui donne de l'intérêt. C'est un peu du Ken Follett, un peu de quelque part des fois. Alors oui, Ken Follett, voilà, c'est une idole, hein, évidemment, au même titre que Dumas, au même titre que Marguerite Yourcenar, que Maurice Druon, dans des genres totalement différents. Mais oui, alors, est-ce que j'écris comme je pourrais écrire pour le cinéma? Je
je ne sais pas. En tout cas, c'est pas vraiment mon intention. Moi, j'ai plutôt l'impression finalement de rééditer ce qui se faisait au 19e siècle, le roman feuilleton. C'est là que finalement le roman à suspense a été inventé, avec des chapitres assez courts, condensés, un rythme scandé. On finit un chapitre, on a envie d'aller sur la suite. Il faut que chaque chapitre ait une séquence. Alors moi, mon idée, c'est plutôt que le cinéma s'est beaucoup inspiré du roman feuilleton. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les Trois Mousquetaires, c'est l'histoire la plus adaptée au cinéma, puisque voilà, c'est un genre qui se prête parfaitement à l'adaptation cinématographique. Et le roman feuilleton lui-même était allé puiser dans le théâtre. Alexandre Dumas, par exemple, donc le plus grand feuilletoniste à mes yeux, c'était avant tout un grand dramaturge. Donc finalement, est-ce que j'écrirais pas d'une manière plus théâtrale que cinématographique, mais finalement ces deux genres se rejoignent, de même qu'ils rejoignent le roman feuilleton du 19e. Voilà, donc j'ai pas de réponse sur la question. Après, c'est sûr que je suis influencé par ce que je vois dans les séries ou au cinéma. Voilà, puis je suis un écrivain de mon temps, même si voilà. Le Roi Folle, moi je voyais un Lucchini ou tu vois des personnes, des acteurs comme ça pourrait être. Après, mes personnages, je les construis en pensant, c'est vrai, souvent à des personnages connus ou à des gens de mon entourage. C'est-à-dire que dans la Bible, dans ce que j'appelle la Bible des personnages, voilà, c'est-à-dire j'ai chaque personnage décrit avec sa description physique, son caractère évidemment, son tempérament, ses aspirations, ses ambitions, et là d'où il vient, son histoire personnelle, que le personnage d'ailleurs soit illustre, soit vrai ou soit inventé, soit fictionnel. Et à chaque fois, à ce personnage correspond un portrait, et j'aime bien, voilà, ça peut être un acteur, ça peut être un homme politique, ça peut être quelqu'un de mon entourage. Je dis, ah, celui-là, il a ce tic physique, il renifle beaucoup, par exemple, il se gratte la tête en permanence, il a tout un tas de mimiques, et c'est comme ça que j'imagine un petit peu mes personnages aussi. C'est en m'appuyant sur la réalité, voilà. C'est peut-être pour ça que tu as eu l'impression, en me lisant, de voir quelque chose qui semblait très, très réaliste, finalement. C'est parce que voilà, évidemment, je fais infuser un tas de choses, et notamment des portraits réels pour mes personnages. Qui est très différent de l'écriture de ton père. Moi, je me souviens de ton père. Et en même temps, tu suis les traces de ton père, et en même temps, tu crées tes propres traces, quoi. J'ai l'impression. Bah alors mon père, oui, son écriture était excellente, était très vivante, était très parlée aussi. Il faut savoir qu'il a, à partir du moment où il a commencé à avoir du succès, ça allait très vite, hein, à 30 ans à peu près, quelque chose comme ça, ou même un peu avant. Il a tout de suite pris une assistante, parce qu'il était tellement prolifique qu'il pouvait pas tout produire tout seul. Donc avec son assistante, en fait, il dictait. Donc c'est pour ça que ces livres sont tellement frappants et stupéfiants de réalisme. C'est parce que finalement, ce sont des livres dictés comme s'ils parlaient. Et en même temps, je trouve qu'il y a voilà, une belle écriture, un beau style littéraire. Bon, moi, c'est tout à fait différent, c'est sans doute beaucoup plus écrit. Et puis moi, je suis du côté du roman. Donc dans le roman, on cherche plus l'analyse psychologique, notamment, que dans le récit historique. Mais après, oui, mon père était un excellent écrivain. Et je sais pas, il a dû écrire au moins 50 ou 60 livres, peut-être plus. Je sais pas si Ouais, c'est à peu près ça. tu as compté. C'est à peu près ça. C'est ça. Ouais, il y en a une soixantaine. Ouais, ça doit être à peu près ça. Quel est ton processus de ton organisation, ta journée type? T'es vraiment très très rigoureux. T'écris le matin, t'écris la nuit, t'écris le jour. Est-ce que t'as vraiment des process qui sont très rigoureux? Oui, bah alors là, c'est quelque chose que j'ai pris chez mon père, évidemment. Voilà, les chiens font pas des chats. Je suis très routinier. Je m'enferme beaucoup en bibliothèque. Là, c'est d'ailleurs ce qui me manque le plus dans cette période. Évidemment aussi voir ma famille, mais pas ma famille nucléaire puisqu'elle est avec moi, mais voilà, le reste de ma famille et mes amis. Mais d'aller en bibliothèque, oui, c'est quelque chose qui me manque parce que ça me permet déjà d'être au contact de mon livre. C'est un sentiment d'enfance que je retrouve finalement quand j'allais dans le bureau de mon père avec tous ses livres. Et puis voilà, ça me permet aussi d'avoir des horaires assez fixes puisque j'arrive à l'ouverture de la bibliothèque à 9h30 et j'en sors à 18h. Donc j'ai des horaires de fonctionnaire. Et puis le reste du temps, voilà, j'ai une vie normale. Je m'occupe de ma fille, je vais la chercher à la crèche. Bien sûr. Enfin, pas en ce moment, évidemment. Oui, donc je travaille de manière assez routinière. Et puis, il y a des moments en amont du travail où je vais sur le terrain. Pour le premier, c'était sur le Saint-Suaire. Donc, évidemment, je suis allé à Rome pour voir le linceul du Christ à l'église Saint-Jean-Baptiste de Turin. Et en plus, j'ai eu de la chance parce que c'était le moment de l'ostension, le moment où j'écrivais, c'est-à-dire le moment de l'exposition publique.
qui a lieu une fois tous les demi-siècles. Enfin, bien que l'Église ne s'interdit pas de rompre avec la tradition, puisqu'elle expose finalement plutôt tous les 20-25 ans. Et puis je suis allé évidemment sur le terrain chez ces seigneurs que j'évoquais dans ce roman, les seigneurs de Charny, dans le petit village de Liray, pour me rendre compte par moi-même du chemin qu'effectuaient les pèlerins quand ils venaient dans leur collégiale, dans leur petite église, en empruntant la vieille voie romaine, en traversant les vallées, les jolis vallons de la Champagne humide, pour arriver jusqu'à ce petit village au sud de Troyes. Et puis pour mon dernier roman, c'était plus simple puisque j'habite à Paris. Et la plupart de l'action, le plus clair de l'action se déroule dans le Marais où j'habite. Et on peut voir de très nombreux vestiges médiévaux. Par exemple, il y a la muraille de Philippe Auguste juste à côté de chez moi. Si on descend un petit peu dans les caves et dans les souterrains du Marais, on peut voir de nombreux vestiges du palais Saint-Paul. Parce que ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire que les gens ignorent, c'est que, notamment mes voisins du Marais, c'est que dans le Haut-Marais, c'est-à-dire dans la partie du Marais près de la Seine, s'étendait un palais immense qui a duré seulement 150 ans, contrairement au Louvre, au Palais de la Cité, qui s'appelait le Logis Saint-Paul, qui a été démembré par François Ier, d'ailleurs pour réhabiliter le Louvre, et qui allait à peu près de la Bastille jusqu'à l'Hôtel de Ville, c'est-à-dire plusieurs hectares, un palais avec une ménagerie, avec une dizaine de chapelles, avec le Palais de la Reine, avec le Palais des Enfants, avec toutes les administrations qui réunirent là. C'était un chef-d'œuvre d'architecture médiévale, quasi Renaissance, parce que ça a été construit en partie au XIVe et en partie au XVe siècle, notamment par Charles V. Donc voilà, je me suis évidemment beaucoup baladé dans mon quartier pour m'imprégner vraiment des lieux, pour mon deuxième roman. Et puis pour le troisième roman, j'avais pour projet d'aller, puisque je parle de la peste noire, et il faut savoir que la peste noire a commencé en Europe et a été ramenée par des bateaux génois qui venaient de toute la Méditerranée. Gênes était la plus grande puissance commerciale en Méditerranée à l'époque, et la peste a été ramenée d'Asie centrale par des galères, des nefs marchandes de cette grande puissance commerciale qui était Gênes, arrivant d'abord à Messine, puis à Gênes, puis à Marseille. C'est comme ça que la peste a investi toute l'Europe. Donc j'avais pour projet d'aller à Gênes parce qu'il y a un musée maritime extraordinaire. Voilà, je devais y aller en février. C'est le moment où la Lombardie a commencé à être touchée, donc je pense que ma visite en Italie est remise pour l'instant au calendrier grec. Je vais y aller d'ici la fin de l'année parce que j'ai vraiment besoin de m'imprégner des lieux pour écrire. Donc il y a un travail d'enquête en amont, et puis après il y a le travail sur l'architecture de l'intrigue. Là, j'inverse un petit peu tout. Je commence sur c'est plutôt l'architecture à laquelle je m'attelle en ce moment, et puis après la rédaction pure la rédaction pendant quelques mois. Ouais. Et là, la rédaction, c'est chez toi, ça, du coup. Ça, c'est chez moi ou en bibliothèque, selon les aléas du moment. Bibliothèque du Marais, non, je suppose, non ça dépend Alors les bibliothèques où je travaille, là aussi c'est une chance que j'ai dans le Marais, c'est qu'il y a des bibliothèques absolument magnifiques. Il y a la bibliothèque celle où je vais le plus, c'est la bibliothèque de l'Hôtel de Ville parce qu'elle est méconnue et extrêmement calme. Donc il y a beaucoup de vieux chercheurs retraités notamment qui y travaillent. On n'est pas dérangé. Elle se situe dans les combles de l'Hôtel de Ville, mais néanmoins il y a à peu près une quinzaine de mètres de hauteur sous plafond. C'est un endroit assez extraordinaire. On dirait un petit peu comme la bibliothèque Sainte-Geneviève, c'est un lieu empreint de mystère et d'histoire. Et puis à côté de chez moi, j'ai la chance d'avoir la bibliothèque de l'histoire de la ville de Paris, qui a été récemment rénovée dans un vieux palais du XVIIe siècle, qui s'appelle l'hôtel Lamoignon. Ça a été en travaux pendant longtemps, pendant un an? Ça a été en travaux pendant 2 ans, oui, tout à fait. Mais ça a réouvert il y a quelques mois. C'est absolument somptueux. Et puis il y a un autre endroit qui est absolument génial, dont je me suis servi pas mal pour le Roi Folle. Parce que dans le Roi Folle, je raconte donc l'histoire de la folie de Charles VI. Et j'ai un de mes personnages qui est un personnage historique, mais dont j'ai totalement inventé la biographie parce qu'on ne sait rien de lui. C'est un jeune peintre qui arrive à Paris parce que Paris est le plus grand centre d'enluminure au monde. Et à l'époque, la peinture, c'est principalement l'enluminure. Il n'y a pas de peinture sur bois. C'est une invention postérieure. Donc l'art de la peinture se fait avant tout dans l'enluminure. Et ce jeune enlumineur vient donc à Paris pour fréquenter les plus grands ateliers du moment, et il va prendre une grande importance dans mon histoire. Voilà, vous le verrez si vous lisez mon Roi Folle. Et donc pour me renseigner sur ce peintre, j'ai beaucoup fréquenté la bibliothèque Forney, qui est une des bonnes bibliothèques d'histoire de l'art à Paris, et qui, elle, est située dans un palais du Moyen-Âge, qui s'appelle le Palais des Archevêques de Sens, qui date du XVe siècle. Donc voilà, je réunissais un peu tout ce qu'il me fallait pour mon roman, l'architecture médiévale, et puis en plus des ressources extraordinaires en termes de documentation sur l'histoire de l'enluminure.
Et du coup, tu puisses pas dans la bibliothèque de ton père? Je sais pas si t'en as hérité ou. Alors oui, malheureusement, voilà, comme tout Parisien, j'habite dans un, dans un très petit appartement. Mon père qui voilà, avait eu beaucoup de succès à la télévision et donc avait très bien gagné sa vie, avait pu se payer un grand appartement pour y loger ses livres. Moi, c'est pas le cas. Donc malheureusement, tous les livres de mon père, pour l'instant, sont entreposés à Paris voilà, de manière sécurisée. Je le précise. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de mettre la main sur toutes ces magnifiques Il y avait plein de ressources ressources. d'archives. Mais pour l'instant, malheureusement, non. Il est amateur de livres anciens, oui, d'éditions anciennes ou. Oh, pas tellement, pas tellement. Non, non, ça faisait, lui, c'était l'histoire, quel que soit le moyen d'y accéder. Beaucoup des témoignages aussi. C'est-à-dire qu'il retrouvait souvent des témoins. Il était passionné par la Deuxième Guerre mondiale, notamment. Et d'ailleurs, des gens l'ignorent, mais c'est l'un des. Il a fait des grandes découvertes sur la Deuxième Guerre mondiale et notamment c'est le premier à avoir retrouvé l'espion Cicéron. L'espion Cicéron, c'est le maître d'hôtel de l'ambassadeur d'Angleterre à Istanbul qui avait eu la primeur, qui est en contact avec le ministère le Foreign Office britannique, avait su avant tout le monde qu'un débarquement allait avoir lieu le D-Day, le 6 juin 44, des mois avant le débarquement, et le maître d'hôtel avait réussi à mettre la main sur ces messages codés, et avait voulu les vendre aux Allemands. Les Allemands n'ont pas voulu l'écouter, ça aurait pu changer le destin de la guerre. Et mon père avait retrouvé cet espion dans les années 50. Donc voilà, c'était à la fois un brillant enquêteur, un journaliste, et puis un raconteur d'histoire hors pair. Donc voilà, mon père c'était plutôt les témoignages finalement, plutôt qu'avant toute chose les pièces écrites. Et la télévision, c'est quelque chose qui pourrait t'attirer, de raconter des histoires comme pouvait le faire ton père? Alors, là-dessus, non, pour une raison Non. simple, c'est que j'ai pas du tout envie d'être comparé. Oui, bah c'est clair. Oui, oui. Et puis parce qu'il y a des gens qui l'ont remplacé et qui l'ont très bien remplacé. Je pense notamment à Franck Ferrand, Oui, qui est un ami. ouais. Voilà, il est dans son domaine, il est comme mon père à son époque, il est irremplaçable. Donc non, je me vois pas faire de l'ombre à des gens aussi. Enfin, essayer de faire de l'ombre, ça serait assez compliqué parce que j'ai certainement pas leur talent. Mais il y a des gens qui sont faits pour ça. Mon père, c'était le cas. Il s'est découvert ce talent extraordinaire. Franck Ferrand, c'est le cas. Stéphane Bern aussi dans son style. Son style. Donc moi, voilà, j'ai pas l'impression que je suis codé pour ça. Si je puis dire, mon truc, c'est l'écrit. L'oral, je le fais quand on m'interviewe ou quand on me le demande. Voilà, évidemment, quand on écrit, on est finalement assez sollicité. Mais parler d'histoire à la télévision, non, j'ai pas envie d'être comparé à mon père et j'ai pas envie d'être comparé à des gens qui le font très bien actuellement. Et je pense que j'ai pas leur talent. Il te dirait quoi, tu penses, ton père aujourd'hui, s'il te disait quelque chose? Oh bah c'était le. Je pense c'est une question que je me suis jamais posée à vrai dire parce que je ne suis pas dans ce rapport même posthume. Il t'a encouragé de son vivant de temps à prendre cette voie-là. On était plutôt complices. Oui, bien sûr, il m'encourageait beaucoup, mais on était plutôt. J'ai pas cette relation avec lui que peuvent avoir beaucoup de fils avec leur père, qui est justement de vouloir tuer le père ou se faire un prénom. Non, on avait une relation complètement amicale et extrêmement simple avec lui. Donc, non, j'attendrai pas de mon père qui me dise je suis fier de toi, mon fils, ou des choses comme ça. Ce que je fais pour certains de mes personnages, ce que j'ai fait pour mon premier roman, puisque mon héros, le Seigneur de Charny, c'était le fils d'une vedette, finalement, comme a pu l'être mon père à son époque, d'un héros de son époque. Avec la télévision, là, c'était pas la télévision, ou l'écriture, c'était à l'époque, au XIVe siècle, c'était de la chevalerie. Le père du Seigneur de Charny, c'est un des plus grands chevaliers de son époque. Geoffroy de Charny, aujourd'hui oublié, mais c'était un preux chevalier à la manière de Duguay-Clin, finalement, de Boucicaut, de bien avant de Roland de Roncevaux, etc. Voilà, des mythes fondateurs, hein, pour les amateurs d'histoire que nous sommes. Mais mon jeune héros, c'est plutôt un fils de ce genre-là, parce que voilà, lui, il sera chevalier ou rien comme son père. C'est pas Chateaubriand ou rien, mais il sera Geoffroy de Charny, son père ou rien. Mais ça, c'était plutôt un clin d'œil. J'avais envie qu'on me pose la question. Mais finalement, voilà, pour ce qui est de la filiation, non, moi j'ai plutôt l'impression de pas faire du tout ce que faisait mon père en faisant du roman, même si je pense qu'il aurait pu
s'était aventuré dans ce domaine, être plutôt un bon romancier parce qu'il avait le sens du dialogue, puisqu'il a écrit d'excellentes pièces de théâtre et puis aussi ce qu'on appelait des dramatiques pour la radio au tout début avec la Tribune de l'Histoire. Mais voilà, il n'avait pas envie de s'aventurer là-dedans, il n'avait pas envie de décevoir les lecteurs et puis surtout il était autodidacte, donc il avait pas envie de se décrédibiliser en allant vers le roman parce que pour un historien et surtout un historien autodidacte, finalement c'est écrire du roman, c'est un peu trahir son public. Donc non, moi j'ai un peu l'impression finalement, oui, de m'être embarqué sur quelque chose qu'il ne se serait jamais permis de faire, donc finalement d'une certaine manière de transgresser. Donc non, oui, je pense qu'il s'amuserait finalement un petit peu de ce que je fais aujourd'hui. C'est bien, ouais, c'est bien. Bon, je crois qu'on va terminer par ça. En tout cas, on peut retrouver ton dernier livre, le Roi Folle, hein, qui est hyper agréable à lire et c'est une vraie aventure. On a l'impression de se retrouver dans certaines séries, donc et en même temps, on découvre l'histoire, donc c'est intéressant. Et en même temps, on fait des liens avec ce qui se passe aujourd'hui. Pour la série, c'est ce que je disais, c'est que tout à l'heure j'ai parlé de Game of Thrones, qui est largement influencé par l'histoire européenne, l'histoire des Valois, des Plantagenets, des Tudors en Angleterre. Mais il y a un roi fou dans Game of Thrones qui s'appelle Aerys Targaryen, qui est le père de la mère des dragons, Daenerys. J'adore cette série, je la trouve assez extraordinaire. Ce roi fou, finalement, faut savoir que J.R.R. Martin s'est beaucoup servi du roi folle finalement que moi je raconte dans mon roman historique. Il s'est servi à la fois de Richard II en Angleterre qui avait une folie plutôt sanglante, assez criminelle d'ailleurs, et puis de Charles VI. C'était plutôt le fou joyeux Charles VI puisque voilà, il était sa folie finalement rétrospectivement est plutôt amusante, c'est-à-dire que lui il pensait il ne fallait pas le toucher. Il ne fallait pas le toucher puisqu'il pensait que si on le touchait, il se briserait en mille morceaux. C'est une folie paranoïaque, mais qui n'était pas dangereuse. Hein. C'était pas un fou dangereux. Et d'ailleurs, il était surnommé par son peuple bien-aimé. Et puis, sinon, il avait des crises de démence assez extraordinaires. Il disait s'appeler Georges, par exemple. Il ne reconnaissait pas sa femme. Il disait que c'était une personne odieuse, hors de ma vue. Isabeau de Bavière, voilà. Puis voilà, toutes sortes d'anecdotes assez amusantes. C'est-à-dire que il pensait brûler de l'intérieur, donc il fallait l'asperger d'eau toute la journée. Voilà, donc c'était une folie hallucinatoire en fait, une schizophrénie totale, mais c'était pas une folie dangereuse et ça son peuple le savait très bien. Donc oui, J.R.R. Martin pour les Game of Thrones s'est servi de lui pour construire son roi fou. Il a eu quelques crises quand même, il a tué ses écuyers quand même à certains moments où... Alors oui, là c'est le début de sa folie et c'est ce que je raconte dans mon roman. Enfin c'est l'aboutissement de mon roman puisque moi je raconte la genèse de la folie de Charles VI. C'est cet épisode en forêt du Mans, au Mans où je suis d'ailleurs allé raconter cette histoire, c'est que Charles VI, voilà, doit partir. Il est déjà pris d'une maladie physique au début du printemps 1392, c'est-à-dire que voilà une maladie assez mystérieuse. Il perd ses ongles, ses cheveux, il est alité. On met des cierges à tous les balcons de France, dans toutes les églises. On croit vraiment qu'il va trépasser. Et puis il se relève assez miraculeusement de cette maladie au bout de 2 semaines. Mais néanmoins, il est quand même assez emprunté pendant les mois qui suivent. Et puis 1392, l'été, 5 août, et il est en train de partir en Bretagne. Il chevauche à la tête de son armée pour aller châtier le duc de Bretagne qu'il a provoqué en tentant d'assassiner son connétable Olivier de Clisson, le chef de son état-major. Et puis là, voilà, le soleil frappe d'aplomb, son feutre noir, son lourd habit sombre commence à être pris d'hallucinations. Il entend un bruit devant lui, c'est en réalité l'un de ses pages qui a fait tomber sa lance sur le casque de l'écuyer qui le précède. Il pense qu'il est assailli. Depuis quelque temps, il faisait preuve de paranoïa envers son frère, envers ses oncles qu'il soupçonnait de prendre le pouvoir. Il pense justement que c'est son frère Louis d'Orléans qui a manigancé un guet-apens contre lui. Il sort son épée, il la fait tourner dans les airs. Il tue tous les écuyers qui l'entourent, 4 morts, une dizaine d'écuyers sur le carreau. Voilà, on le descend de son cheval, on le ligote, on le ramène à Paris, et puis c'est le début de 30 années de démence, de 40 années de guerre civile pour la France qui ne s'achèveront qu'avec Jeanne d'Arc. Et c'est cette histoire que j'avais envie de raconter et que je vous raconte finalement en épilogue de ce podcast, puisque c'est l'histoire que je raconte dans mon Roi folle.
Bah écoute, génial. Bah écoute, je te remercie. Je te remercie pour ce partage. Et puis, bah, on retrouve tes livres. Et puis le prochain qui sortira, je pense, bah, peut-être fin d'année, non? Je sais pas, au début d'année prochaine. Alors, ça sera pour l'année prochaine, voilà. Ça sera pour l'année prochaine, d'une part parce que je ne peux pas aller sur les lieux du récit qui se passent en grande partie en Italie. Là, pour l'instant, avec le confinement, c'est impossible. Donc, il faudra que j'y aille de toute façon. Donc, ça dépendra aussi de ça, du calendrier, mais c'est en cours d'écriture et oui, ça sortira l'année prochaine. Donc là, on est en confinement. Bah voilà, profitez-en tous pour acheter le Roi Folle et dévorer ça. Bah, je te remercie, Laurent. À Merci bientôt. Charles. Merci à tes auditeurs d'avoir bien voulu m'écouter. Notre voyage en embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs, et vous aura donné envie de vivre votre passion. Pensez à vous abonner sur le site du podcast et sur vos plateformes préférées, et de noter avec un commentaire nos épisodes. À très bientôt pour un nouvel épisode et le partage d'une nouvelle passion. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Mike Horn. C'était Embarquement immédiat, tout un monde de passionnés.